Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence organisée par la société Audace. Nous allons parler métaverse et notamment ses applications dans le domaine de la formation. Alors là, vous vous dites tout de suite, pourquoi un type de 54 ans vient nous parler de métaverse? Déjà nous, on n'y comprend pas forcément grand-chose, c'est tout nouveau, etc. Ben, tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les métaverses, ce n'est pas du tout neuf. Ça existe depuis assez longtemps en fait, puisque le premier métaverse auquel personnellement j'ai joué, c'était Hôtel Abo. C'est pas jeune, c'est août 2000. Donc vous voyez, ça a déjà quelques années. Et vous avez peut-être participé à un grand projet qui s'était développé dans le monde, qui était Second Life. Second Life qui était déjà un grand métaverse commercialisé, avec des boutiques, avec des personnages qu'on pouvait transformer, on pouvait avoir l'apparence un peu qu'on souhaitait. Et Second Life, c'est 2003. Voilà. Donc, c'est pas neuf du tout. Je vais commencer par vous présenter très rapidement la société Audace et puis on arrivera naturellement au sujet principal. La société Audace est une société qui a été fondée il y a 25 ans, qui est spécialisée dans le digital learning depuis l'origine, et qui fabrique des outils sur mesure, essentiellement, dans le domaine du e-learning, des serious games, de l'immersive learning et des simulateurs de pilotage. Nous avons eu la chance d'être récompensés par de nombreux prix, notamment sur des activités que nous aimons bien travailler, notamment tout ce qui va être processus en entreprise et notamment gestion du risque. Au travers de notre histoire, nous avons, vous l'imaginez bien, de nombreux clients. Aujourd'hui, nous avons en fait un cœur d'activité qui est encore industriel, puisque ce sont nos clients d'origine, mais aujourd'hui, nous nous développons aussi sur d'autres environnements comme la formation continue directement pour les centres de formation et quelques activités dans le monde tertiaire, même si, vous le voyez, et notamment au travers des contrats cadres que nous avons, c'est quand même très industriel. Alors, tout d'abord, il faut reposer un peu les différentes formes de ce qu'on appelle l'immersion. Aujourd'hui, c'est un terme qui est devenu déjà assez vague, assez regroupant plusieurs activités. La première, tout ce qui va être lié à la réalité virtuelle. Donc, réalité virtuelle, j'ai un casque, je suis en immersion dans le casque, je vois des images, soit des photos ou des vidéos 360, soit, et c'est la plupart du cas, de la 3D. Je peux coupler naturellement toutes mes expériences avec différents types d'accessoires, notamment par exemple ici, chez un industriel du pneumatique, on couple avec un tapis de marche qui permet en fait de déambuler naturellement autour de la machine et de ne pas avoir de problématiques de mouvement ou de problématiques de déplacement. Le deuxième type de réalité virtuelle, donc c'est ce qu'on va appeler la réalité mixte, où on va utiliser des lunettes clair, donc on voit en fait l'environnement dans lequel on se situe, mais par-dessus, dans la lunette, on va venir ajouter des médias qui peuvent être des images, du son, de la vidéo, etc., etc. Ici, un exemple dans le monde du nucléaire. Vous voyez que la personne est en combinaison intégrale, et elle a les lunettes sous la combinaison, mais elle peut distinguer dans son environnement à la fois son logiciel et en même temps les points chauds, c'est-à-dire les radiations autour de lui. Donc là, on voit bien tout de suite l'intérêt d'avoir ce type de matériel. Le troisième type d'immersion aujourd'hui, c'est plutôt la réalité augmentée, que l'on va distinguer en fait de la réalité mixte par le type de support, le type de display qu'on va utiliser. Bon, alors certains avec des casques parlent de réalité augmentée aussi. Nous, on va parler plutôt de réalité mixte ou réalité hybride. On va plutôt laisser la tablette et le smartphone pour la réalité augmentée, parce que c'est déjà suffisant et ça permet en fait de développer plein d'activités. Ici, par exemple, c'est de la banque, on est chez Natixis, et on peut déclencher des feux, en fait, mais non pas des feux virtuels, des feux qui se déroulent dans votre bureau. Donc on déclenche des alertes dans votre bureau, ce qui fait que ça permet de contextualiser vraiment l'objet. Le dernier domaine, c'est la simulation 3D, avec la reproduction, notamment ici, chez Nestlé Purina, on va reconstituer en fait des accidents du travail et on les voit se dérouler du début jusqu'à la fin. L'idée, effectivement, c'était de pouvoir tirer un arbre des causes derrière et puis tirer effectivement
des expériences, un REX, pour pouvoir améliorer la sécurité. Alors, on arrive au métaverse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le métaverse, c'est un concept déjà ancien, déjà fortement utilisé, notamment dans le jeu vidéo. Il y a déjà beaucoup de métaverse dans le jeu vidéo. Tout le monde rêve effectivement d'un métaverse unifié, comme ça peut exister dans des films. Ceux qui connaissent Ready Player One, par exemple, on a un jeu unifié mondial et tout le monde joue dans le même jeu. Bon, la plupart du temps, c'est plutôt plusieurs jeux. Mais effectivement, on a un univers permanent. C'est une des conditions. C'est-à-dire que je peux me connecter à n'importe quel moment, le jeu est ouvert. Non seulement il est ouvert, mais en plus, si je ne me connecte pas assez souvent, le jeu continue de vivre. C'est-à-dire que moi, si j'ai construit des choses dans le jeu, quand je reviens, peut-être que tout a disparu. Puisque les autres, en fait, continuent de jouer. Donc ça crée quand même une forte dépendance pour la partie jeu. C'est immersif. Alors, certains types de méta sont plutôt écrans, mais aujourd'hui, effectivement, on peut proposer aux collaborateurs, notamment, de s'immerger tous ensemble dans un même environnement avec un casque de réalité virtuelle. Donc, l'avantage, c'est que tout le monde travaille ensemble. Donc, on n'est plus forcément que en mode compétitif. On peut être aussi en mode collaboratif. On peut travailler ensemble à la réalisation de quelque chose. Ensuite, on va recréer un environnement virtuel. C'est un environnement 3D dans lequel on va recréer en fait toutes les machines, par exemple. On va recréer tous les processus. Et si il le faut, on va recréer aussi un environnement vivant piloté par l'intelligence artificielle de l'application. Ce peut être des machines qui tournent, ça peut être des avatars qui ont une vie dans la réalité virtuelle pour venir complexifier votre pratique. Naturellement, il faut que ça soit accessible, et donc l'accessibilité est primordiale pour tous. L'avantage de ce type de système, c'est que vous n'êtes pas obligés d'être tous dans le même centre de formation pour travailler ensemble. On peut avoir quelqu'un à Paris, à Londres, et les deux en fait vont travailler ensemble. Simplement en prenant le casque, ils vont se retrouver dans le même environnement pour travailler ensemble. Ils peuvent communiquer ensemble, bien sûr. On peut récupérer la voix. On peut aussi récupérer un ensemble d'éléments, d'input qui sont donnés par l'application pour justement créer des scénarios et créer de la complexité au niveau de la réalisation de la mission. Alors, vous avez peut-être entendu parler maintenant d'eudagogie. Alors, la pédagogie, c'est transmissif de l'adulte vers l'enfant. Ensuite, on a plutôt décalé ça avec l'andragogie en disant que non, c'est un adulte, donc ça ne se travaille pas de la même manière effectivement qu'un enfant. On ne peut pas être que vertical, il faut aussi obtenir un feedback et puis déclencher des activités un peu plus riches, interactives, et donc des pédagogies également, comme des pédagogies par induction, où on va effectivement mettre de la diversité dans les approches. Et en fait, aujourd'hui, on va plutôt parler d'eudagogie. L'eudagogie, en fait, c'est l'apprenant au cœur d'un dispositif apprenant dans lequel, en fait, on lui apprend à apprendre, on lui apprend à utiliser son environnement, mais après, il est libre d'utiliser son environnement et d'aller chercher toutes les briques de connaissances dont il a besoin pour progresser. Ce nouveau type d'environnement est possible par le développement des plateformes et notamment par le développement d'univers comme des métaverses professionnels. Bien sûr, il y a un apprentissage et une direction, donc il y a des missions. Il faut naturellement qu'il y ait des briefings pour faire ça auprès des apprenants, mais il faut également qu'il y ait une modération. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas lâcher tout le monde dans le métaverse parce que tout le monde pourrait profiter du système. Je connais des métaverses dans lesquels les utilisateurs ont pris le dessus sur les concepteurs du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé leur propre scénario au sein du métaverse. Et cet environnement-là, on va l'appeler un campus virtuel. Donc on peut tout à fait créer un campus virtuel de type métaverse pour votre société, en le limitant naturellement. Alors ça ne sera pas universel, mais ça sera limité à votre entreprise, mais dans lequel on va recréer tous les processus de votre entreprise, des unités de production, en passant par le commerce, en passant par l'administration commerciale, en passant par le SAV, etc., etc.
comme je viens de l'évoquer, maintenant, nous sommes libres de penser multijoueur. Il ne faut plus penser une expérience immersive. Je suis seul dans l'application et je dois réagir par rapport à un avatar qui me donne des informations ou des petits inputs. Non, on peut être nombreux, on peut avoir aussi des formateurs. Le formateur peut mettre aussi un casque et partir dans la réalité virtuelle pour accompagner ses apprenants. On peut penser compagnonnage. Le gros avantage, c'est que dans ce type d'expérience, on peut mobiliser beaucoup de fonctions, puisqu'on peut mobiliser naturellement des fonctions motrices. On peut utiliser son corps, sa force, on a des gants haptiques, on a des tapis de marche, comme vous avez vu tout à l'heure. On peut mobiliser tout un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de récupérer des données et de prendre des données de l'apprenant et de les réinjecter dans la réalité virtuelle. Ça permet aussi de développer ces fonctions émotionnelles, puisqu'en fait, dans la réalité virtuelle, on peut reconstituer tout un ensemble d'émotions qui sont des émotions naturelles dans le travail quotidien. Je pense par exemple à quelqu'un qui va faire du travail en hauteur, donc le vertige par exemple. La réalité virtuelle, c'est très bien pour ça. Si vous avez le vertige dans la vie, vous aurez le vertige dans la réalité virtuelle. Donc ça permet en fait de recréer les mêmes émotions qu'au réel, ce qu'on ne peut pas faire normalement dans une salle de formation. On peut capter des données physiologiques. Donc par exemple, nous avons un simulateur de pont sur lequel en fait le pontier a un bracelet et on récupère 3 données physiologiques. On récupère son rythme cardiaque, on récupère sa sudation et on récupère la température du corps. Tout ça couplé avec une IA, ça nous permet en fait de repérer le point de stress du pontier, c'est-à-dire à partir de quand, face à quel type de scénario, eh bien, il commence à perdre le contrôle de ce qu'il est en train de faire. Alors il y a le stress positif et puis c'est la bascule après sur un stress négatif. Et enfin, naturellement, on peut mobiliser toutes les fonctions, même l'odorat, puisqu'on a aujourd'hui des interfaces qui permettent de coupler des diffuseurs de parfums, mais pilotés par l'ordinateur. Alors quand je dis parfum, c'est pas très fun. C'est par exemple une odeur d'incendie, une odeur de plastique brûlé. Enfin, vous voyez, c'est pas super fun. Mais ça permet en fait d'être encore plus dans l'immersion pour la personne qui est confrontée par exemple à un feu dans une situation d'entrepôt et il y a un jerrycan qui est en train de brûler. On sent l'odeur du jerrycan. On peut même sentir la température. On peut piloter aussi, par exemple, des radiants qui vont s'allumer. Et plus vous approchez du feu, plus le radiant va augmenter sa puissance. Comme vous avez le casque, en fait, vous ne voyez pas la réalité. Et donc, du coup, vous ressentez les choses. Et quand on ressent les choses, on les ressent beaucoup plus fort que si la vue venait pondérer la sensation. Les situations, aujourd'hui, vraiment, où on privilégie la réalité virtuelle et ce type d'environnement, comme le métaverse. On a les situations, ce qu'on appelle les 4 R chez Audace. Donc, les situations rares. Donc, je dois par exemple sauter dans un environnement très radioactif pour aller faire une manipulation. J'ai 30 secondes pour le faire parce que je prends une dose pour le mois en termes de radiation. Je vais m'entraîner via la réalité virtuelle à le faire. Et naturellement, cette situation, on peut la recréer au plus proche de la réalité. Naturellement, d'autres environnements aussi, quand il y a des risques inhérents à la pratique. Si je veux faire essayer, par exemple, un simulateur de nacelle et j'emmène la personne à 100 mètres de haut dans une petite nacelle qui bouge pour voir si effectivement elle aura le cran et si elle saura rester effectivement dans la nacelle et que ça ne va pas devenir un piège dans lequel, en fait, un piège professionnel, c'est-à-dire je vais me former à utiliser une nacelle et puis dès que je vais atteindre 15 mètres, 20 mètres, je serai dans une situation professionnelle à trop haut stress pour que je puisse continuer mon métier. Donc ça, on peut reconstituer aussi tous les niveaux de stress possibles. La répétition, c'est quand j'ai un geste ou une posture que je dois répéter. Quand c'est répétitif, à la différence de la répétition, la répétition, c'est l'opération sensible. C'est je suis chirurgien cardiaque, je m'entraîne en réalité virtuelle et c'est pas mal pour tester des nouvelles choses, par exemple dans une opération du cœur.
vous l'imaginez bien. Mais c'est aussi la répétition, donc par exemple des simulateurs avec des machines où je dois atteindre un certain niveau, une certaine vitesse de production. Ça n'est pas le tout de savoir faire un geste métier. Je vous parlais toujours de mon client dans les pneumatiques, mais lui, il a 7 gestes à faire pour produire un pneu, un seul pneumatique, 7 machines qui sont à la filée. Le montage se fait et il doit produire 200, 230 pneus jour. Ça veut dire que ce qu'on doit obtenir, ce n'est pas qu'il sache faire un pneumatique, c'est qu'il sache faire 230 pneus jour, sinon, ça n'est pas productif. Et donc, ce niveau de répétition-là, ça n'est pas donné à tout le monde, ça permet de s'entraîner dans la réalité virtuelle pour à la fois déstresser les gestes complexes, où on perd du temps parce qu'on stresse, et en même temps, simplifier un certain nombre d'actions, parce qu'en fait, l'outil va vous aider à voir où là, vous gagnez du temps, là, vous perdez du temps. Parce que quand on est en réalité virtuelle, il ne faut pas croire qu'on n'est pas observé. L'ordinateur observe tout ce que vous faites et peut ressortir des outils métriques sur toutes les actions que vous avez menées, tout ce que vous avez bien fait, pas bien fait, par rapport à des standards. Si vous êtes entré en collision avec quelque chose, tout s'enregistre. Ce qui fait que, à la fois pour vous et pour le formateur, il y a un feedback extrêmement précis de la capacité de la personne à réaliser une mission. Donc ça, c'est un simulateur de type métaverse qui est en cours de conception actuellement, qui va opérer dans le monde de la logistique. Donc, en fait, on a recréé des entrepôts logistiques complets. Et dans cet environnement, vous allez avoir en fait plusieurs apprenants qui vont avoir chacun leur métier et vont se retrouver tous dans le même environnement pour collaborer à la réalisation d'une mission. Et la mission, c'est faire partir une palette hackée sur le camion. Mais pour faire partir la palette, il faut la créer. Donc il y a des piqueurs, il y a des copackers, il y a des conducteurs de chariots, différents rôles en fait, et tout le monde va devoir collaborer pour réussir à faire cette mission dans le temps voulu. Là, on peut faire entrer, par exemple, aussi le formateur. Donc le formateur peut voir soit ce que ses apprenants sont en train de faire via son écran, soit partir, mettre son casque et partir dans la réalité virtuelle, accompagner quelqu'un qui ne ferait pas la bonne mission. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Donc en conclusion, le métaverse aujourd'hui, le métaverse de Meta, lui n'est pas encore opérationnel et il s'oriente plutôt B2B. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ça va plutôt de vous donner un peu comme Second Life au tout début, pas le côté professionnel. Bon, ça n'est pas vraiment encore opérationnel. Par contre, on sait déjà créer des métaverses, aujourd'hui, des métaverses professionnels pour créer des campus virtuels. Ça, c'est faisable et c'est expérimenté dès aujourd'hui. Alors, pour vous prouver la chose, naturellement, vous pouvez nous rejoindre après la conférence au stand T56. On pourra vous montrer des exemples de réalisation. Voilà. Est-ce que on a un petit peu de temps? Je peux faire tourner. Enfin, on a un peu de temps. On a 2 minutes. Je peux faire tourner le micro s'il y a des questions. Oui, merci pour cet exposé. Philippe Bornstein, XR+. Ces univers métaverses, d'abord, est-ce que vous constatez qu'ils sont plutôt utilisés à titre individuel ou collectif, social, dans le domaine de la formation, au travers de votre expérience chez Audace? Deuxième question, pour créer ces univers, quelles solutions, quelles plateformes technologiques recommandez-vous? Est-ce que c'est des applications natives? Est-ce que c'est nécessairement de la réalité virtuelle avec un casque? Ou est-ce que c'est plutôt des usages qui peuvent être sur un ordinateur ou sur un téléphone en parallèle? Et est-ce que c'est des applications natives? Combien ça coûte? Ou est-ce que vous utilisez déjà des technologies web pour faire ça avec ce qu'on appelle de WebXR? Alors, beaucoup de questions. Première question concernant les applications. Je vais le reprendre à l'envers parce que je les ai mémorisées à l'envers. Donc, la première question sur, effectivement, est-ce qu'on peut l'utiliser en technologie web? Oui, on peut utiliser. Donc, là, en fait, on utilise des serveurs spécialisés pour gérer en fait des flux multijoueurs. Donc ça, on a notamment un jeu qui tourne pour une grande école où il réalise des séminaires compétitifs qui durent 3 jours. Et il y a 600 joueurs en live sur le méta, donc par le web. Hein. Donc oui, c'est faisable, aucun problème. Ça peut être aussi en application, si vous voulez le garder au sein de l'entreprise.
et que ça ne déborde pas sur la partie web, c'est possible également. Donc les deux sont envisageables. Le coût, je ne peux pas vous répondre, parce que le coût, ça dépend vraiment du dispositif. On va dire que, allez, on peut faire un dispositif, on peut créer un métaverse à partir, on va dire, de 60-70 000 euros. On peut créer une base qui va nous permettre de créer un environnement permanent, online, avec multijoueurs. Après, ce sont vraiment les environnements, les scénarios, les types de personnages, l'accessoirisation des personnages, les interactions qui vont créer le budget, hein, naturellement. Dans le jeu vidéo, par exemple, les métaverses existent depuis assez longtemps dans le jeu vidéo, il y en a beaucoup. Il y en a des vraiment très bien. Dans le jeu vidéo, en fait, si vous prenez Fortnite, hein, je suis sûr que vous avez des enfants qui jouent à Fortnite, peut-être pas que les enfants d'ailleurs, il y a aussi des adultes. Mais en fait, généralement, ces sociétés-là vont plutôt travailler du B2B pour pouvoir vous proposer justement un environnement fermé. Par contre, vous pouvez aussi faire du B2C, hein, sachant que on peut aussi injecter une blockchain dans le métaverse. On peut injecter des paiements. Donc, on peut injecter des NFT. On peut injecter plein de choses. Hein. Après, tout dépend vraiment de votre ambition. Est-ce que vous voulez, par exemple, vous êtes un centre de formation, est-ce que vous voulez monnayer l'accès à une formation, par exemple? Vous pouvez le faire directement en Bitcoin. Hein. Aucun problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, la partie sociale. Alors, nous, ce n'est pas notre métier. Il y a des gens qui font ça, justement. Hein. Tout ce qui va être purement B2C. Là, il y a d'autres sociétés qui font ça, et c'est surtout des sociétés de jeux vidéo à la base. Nous, on ne va pas travailler l'aspect intégration d'utilisateurs externes. On va s'adresser surtout aux entreprises pour créer un campus virtuel. Quelle est la plus-value de votre solution pour une entreprise qui peut déjà former ses collaborateurs en situation de travail? Ben, c'est parfait parce que sur un métaverse, on peut recréer tout votre environnement de distribution. On peut recréer, je sais pas, des boutiques par exemple avec soit des clients virtuels, soit des clients que vous intégrez qui sont pilotés par vos formateurs par exemple, soit des avatars qui vont jouer le rôle avec des définitions, des caractères et qui vont venir faire des demandes dans la boutique. Il va falloir les gérer. On peut gérer le merchandising, par exemple. Voilà. On me fait signe que mon temps est terminé. Si vous voulez continuer, stand T56. Merci à tous.